Parmi les catastrophes maritimes, seul le Titanic est universellement connu. La fierté de sa compagnie, la White Star Line, est le plus grand navire du monde. Sa perte tragique lors de son voyage inaugural en 1912 a bouleversé le monde. Qu'un navire que certains avaient qualifié d'insubmersible puisse être détruit de façon aussi cruelle, avec une perte de vie humaine aussi énorme. Il a été conçu et construit comme le paquebot le plus sûr et le plus luxueux sur la lucrative ligne de passagers de l'Atlantique Nord. Les paquebots de la Cunard, Lusitania et Mauritania avaient été construits pour la vitesse, mais les nouveaux géants de la White Star, Olympic et Titanic étaient le nec plus ultra. En matière d'élégance, de confort et de sécurité, ils représentaient l'un le sommet de la technologie maritime édouardienne. De nouvelles théories persistent. De l'acier de mauvaise qualité aurait-il été employé? Un feu dans la soute à charbon aurait-il poussé le capitaine à garder une vitesse dangereuse dans un champ de glace malgré des avertissements sur les icebergs? Mais même à l'époque, les faits sur ce qui s'était réellement passé n'étaient pas immédiatement clairs. Ce qui est clair, c'est que le grand navire, construit par Harland et Wolff à Belfast avec son navire jumeau olympique, a quitté Southampton le 10 avril 1912. Elle a fait escale à Cherbourg et à Queenstown, dans le sud de l'Irlande, avant de mettre le cap sur New York. À 20 minutes de minuit, le 14 avril, elle a heurté un iceberg dans l'Atlantique Nord. Un peu plus de 2 heures et demie plus tard, elle avait coulé. Seules 705 personnes ont survécu parmi les 2228 personnes à bord. Le paquebot avait plus de canots que le minimum requis, mais il ne pouvait accueillir qu'environ la moitié des personnes à bord, et le navire n'était même pas complet. De nombreux canots de sauvetage n'étant que partiellement remplis, encore moins de personnes ont été sauvées. À l'aube, ces survivants ont été secourus par le paquebot Carpathia, le premier navire arrivé sur les lieux. Des deux côtés de l'Atlantique, la confusion régnait, en particulier dans la presse. Quels étaient les faits? Beaucoup de rédacteurs de journaux ont dû spéculer sur ce qui s'était passé et ce qui se passait. Le Carpathia a poursuivi sa route vers New York, alors très différente d'aujourd'hui. Le capitaine Rostron n'autorisait que la diffusion de messages personnels depuis le navire, donc ce n'est qu'à l'arrivée du Carpathia à New York que la presse et le monde ont connu la véritable histoire du naufrage du Titanic. La profusion d'informations dans la presse américaine a examiné la catastrophe sous tous les angles, et certains des faits secondaires mis en avant dans les petits titres avaient en fait leur propre intérêt humain. On a largement utilisé des illustrations. Les photos et illustrations étaient évocatrices et dramatiques. Il y avait différentes façons graphiques de comparer la taille du navire à celle des bâtiments et de l'iceberg. La presse britannique a également réagi rapidement. Les journaux de l'époque se sont régalés. Dans un premier temps, les journaux américains avaient simplement tendance à rapporter que le navire était en sécurité. Puis, à mesure que d'autres rapports arrivaient, ils ont fait état de la catastrophe et de son ampleur. Les journaux anglais ne l'ont pas fait. Ils ont simplement dit que le navire avait été sauvé, qu'il était remorqué et que tout le monde avait survécu. Celui-ci annonce « Catastrophe pour le Titanic, plus grand navire du monde, heurte un iceberg dans l'Atlantique ». Mais il est indiqué que tout le monde a été sauvé et que le navire est remorqué. Dans les éditions suivantes, on y rapportait toute l'ampleur de la catastrophe.
Le samedi 20 avril, qui était le premier samedi après la catastrophe, les journaux, ou beaucoup d'entre eux, ont publié leurs propres éditions spéciales. Ceci montre une couverture du Daily Mirror pour le samedi 20 avril. Et voici le même journal avec une couverture différente. L'une était la première édition et l'autre était la deuxième édition. Le Daily Graphic, qui était un journal quotidien, eh bien, en fait, il y en avait deux. L'un était illustré, qui ne paraissait que le samedi. Et celui-ci était le journal quotidien normal. Ceci est un numéro spécial. Un magazine complet, ou plutôt un journal complet. Il y en avait un commémoratif. Alors que le magazine illustré, qui est celui-ci, contient quelques articles sur le Titanic, mais le reste, c'est le magazine habituel. C'était très similaire à l'Illustrated London News. Le 27 avril, qui était le samedi suivant, ils l'ont refait. Pas tellement avec les journaux, mais avec les magazines. Ils publiaient toutes sortes d'articles plus détaillés qu'ils pensaient que le public trouverait intéressants, ce qui était bien sûr le cas. Nous avons découvert, en faisant des recherches pour le livre, toutes sortes de petites histoires humaines. Et la préférée, c'est que les passagers sont descendus du navire avec 5 chiens. Croyez-le ou non, ils ont réussi à sauver 5 chiens. Je n'y croyais pas en le lisant. Ma fille m'avait demandé il y a quelques années, et j'avais répondu qu'aucun chien n'avait survécu. Et voilà, parmi 300 000 mots, un seul paragraphe. The Graphic n'était pas le seul à publier des éditions spéciales. Celle-ci est de The Sphere, datée du 20. Mais aussi l'Illustrated London News, Lloyd's Weekly News, ils ont sorti un superbe magazine entièrement consacré au Titanic. Vraiment, vraiment excellent. Je crois qu'ils ont fini par sortir 3 éditions en seulement quelques semaines, très populaires. Ensuite, il y a eu une profusion d'objets commémoratifs, de cartes postales, d'œuvres d'art, de partitions de musique. Le style était mélodramatique et sentimental, mais sincère et propre à son époque. Peu à peu, des monuments commémoratifs ont été érigés en hommage aux passagers, à l'équipage, aux musiciens, etc. L'un des plus grands au Royaume-Uni est dédié aux ingénieurs du navire ici à Southampton. Une statue du capitaine Smith a été financée par des souscriptions privées et finalement érigée à Lichfield, dans le Staffordshire, un endroit sans lien particulier avec lui ou le grand navire. Et ce mémorial se trouve à New York. C'est un phare commémoratif érigé en 1913 à la mémoire des officiers, des passagers et de l'équipage du Titanic. Ce phare se dressait au-dessus de l'East River, sur le toit de l'ancien Seamen's Church Institute, sur South Street. Et de 1913 à 1967, la boule horaire au sommet du phare descendait le long du mât pour signaler midi aux navires dans le port. Ce mécanisme de la boule horaire était activé par un signal télégraphique provenant de l'Observatoire national à Washington, D.C.
En 1968, le phare a été déplacé à son emplacement actuel, faisant partie de l'entrée du musée South Street Seaport. New York possède plus de monuments dédiés au Titanic que toute autre ville. Ensuite, il y a eu les enquêtes officielles, qui nous fournissent pour la plupart des preuves historiques de ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 14 avril. Il y a eu 2 enquêtes sur le Titanic. La première a eu lieu en Amérique, où ils ont assigné à comparaître presque tout l'équipage, y compris Bruce Ismay, qui était le président de la White Star Line. Et le rapport du sénateur était qu'il était personnellement responsable, ce qui était totalement faux. Ils ont aussi dit que le navire allait trop vite et qu'il manquait de canaux de sauvetage, même si leur nombre dépassait celui exigé par le Border Trade. De nombreux problèmes ont entouré la détention de l'équipage en Amérique. Après l'intervention du gouvernement britannique, la plupart ont pu partir, sauf les officiers. Ensuite, lorsqu'ils sont revenus en Angleterre, une autre enquête a été ouverte. Beaucoup de membres de l'équipage ont été temporairement emprisonnés pendant 24 heures à Plymouth. Les syndicats ont réussi à les faire quitter le Lapland, le navire qui les transportait, et après des négociations, l'équipage a été renvoyé chez lui. La deuxième enquête était présidée par Lord Mersey à Londres. Leur rapport était essentiellement le même que celui des Américains. Le navire allait trop vite, il n'y avait pas assez de vigie et le capitaine a fini par être blâmé, ce qui est, vous savez, habituel. Et la White Star Line a été très sévèrement censurée pour la perte du Titanic. Après le naufrage, les navires ont été obligés de voyager beaucoup plus au sud sur les routes de glace, de réduire leur vitesse, d'avoir des canaux de sauvetage pour tout le monde et de maintenir une surveillance beaucoup plus rigoureuse. En 1991, une autre enquête gouvernementale a été lancée à cause de la découverte du Titanic à l'endroit où le capitaine Lord avait dit que le Titanic se trouvait. Personne ne le croyait à l'époque. Le capitaine Lord, qui était le capitaine du Californian, disait que le Titanic se trouvait à 19 miles de l'endroit où il était. En fait, lorsqu'ils l'ont retrouvée, elle était à 19,7 miles, donc sa navigation était parfaitement exacte. Et la famille a essayé de laver son honneur. Alors le gouvernement a lancé une nouvelle enquête. Le rapport est sorti en avril 1992 et le rapport indique que le navire était à la bonne position. Mais à cause de l'incroyable clarté de la nuit, le navire du capitaine Lord a effectivement vu les fusées de détresse du Titanic. Mais il a également déclaré que même s'il avait navigué à pleine vitesse, ce qui était évidemment impossible car il se trouvait au milieu des glaces, il ne serait pas arrivé plus tôt que le Carpathia. De nombreux survivants ont témoigné lors de ces premières enquêtes, puis ils ont repris le cours de leur vie. Quand nous sommes arrivés à New York, les gens ont été très gentils avec nous, les gens de New York. Nous sommes allés à la Junior League qui donnait sur la rivière. Et puis ils nous ont emmenés, ils m'ont emmené au magasin et m'ont apporté un manteau de fourrure et une paire de chaussures. J'avais ça. Et puis nous sommes allés à Seattle où ma mère allait, mon père allait reprendre son hôtel là-bas. Et mon père s'est noyé. Et tout cela a été annulé, vous voyez. Alors ma mère a pris un billet pour rentrer en Afrique du Sud. Donc nous sommes retournés au Cap. La sœur de mon père vivait à New York. Le plan était de rester chez elle 3 ou 4 jours, puis de prendre le train pour le Canada. Donc, bien sûr, elle est venue nous chercher et nous avons été emmenés directement chez elle. Et j'étais malade. Quand ils m'ont jeté d'un bateau à l'autre, ils m'ont fait de gros bleus tout le long du corps. Et j'ai eu beaucoup de nausées, alors ils m'ont emmené directement à l'hôpital. Regardez-moi. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment vu grand-chose de toute cette agitation. Nous sommes vite rentrés à la maison. En rentrant, ma mère se couchait et dormait chaque soir. En rentrant, j'étais une terreur et refusais de quitter la cabine. Elle m'a attirée sur le pont un jour, c'est tout.
Eh bien, elle est revenue chez ses parents, qui bien sûr prenaient de l'âge. Elle avait 50 ans à ce moment-là, ma mère. Et nous avons vécu dans cette petite ville avec mes parents. Et puis je suis partie si on me disait que j'avais un grand talent musical. En tout cas, je jouais très bien du piano et j'enseignais. Et à 18 ans, j'ai travaillé ma voix et j'ai beaucoup chanté à titre professionnel. Et elle est morte quand j'avais 23 ans et je suis partie en Australie. Eh bien, je suis allée à Singapour pour séjourner chez son filleul, qui m'y avait invitée. Et ensuite, je suis partie en Australie avec l'idée que je pourrais y vivre. Je n'étais pas sûre. Mais j'ai beaucoup chanté, et même à cette époque-là, je chantais à la radio en Australie. Et ça remonte à longtemps, en 1929. Et je n'ai pas assez aimé pour vouloir y vivre, alors je suis revenue en Angleterre. Et je suis revenue en Angleterre, et j'ai eu 3 ou 4 très gros rhumes, vous savez, vraiment de gros rhumes, et je ne pouvais pas chanter. Et j'ai perdu beaucoup d'engagement parce que je ne pouvais pas y aller. Et je me suis dit, eh bien peut-être que je suis revenue en hiver, vous voyez, de ce climat très chaud. Je me suis dit que je devrais peut-être changer. Une amie avait une grande entreprise de vente en gros de voitures. Alors je l'ai rejointe et j'ai dirigé le département hôtelier. Je continuais à beaucoup chanter le soir, entre autres. Et puis, quand la guerre a éclaté, comme tout le monde, ce n'était plus une question de choix. J'étais une femme célibataire, seule, et j'aurais très bien pu être envoyée dans une usine de munitions, Dieu sait où. Alors je suis allée au ministère de l'Alimentation et j'étais responsable du ravitaillement pour cet arrondissement. Et j'ai détesté ça. Je n'aimais pas ça. Donner des infos et répondre aux questions ne me convenait pas. Alors j'ai quitté ce poste et je suis allée travailler dans une usine où ils ne fabriquaient pas vraiment des munitions, mais des pièces pour des fusils et pour ce qu'on appelait des supports de bombes, les choses avec lesquelles les bombes étaient larguées, je suppose, hors de la zone. Et ça m'a plu. C'était le fait de travailler avec des gens. Et le directeur m'a permis de rejoindre la société de bien-être industriel et a payé ma formation. Je suis devenue responsable du bien-être du personnel jusqu'à la fin de ma carrière. Ce que j'adorais parce que c'était un travail avec les gens. En plus de cela, j'étais magistrate et j'aimais aussi cela parce que, encore une fois, c'était avec des gens. Je suis maintenant trop âgée. Je n'ai plus qu'à rester assise et à en parler. Et peu de temps après la guerre, Walter Lord, qui faisait des recherches pour son livre « La nuit du Titanic », essayait de contacter le plus de survivants possible. Eva Hart est vraiment merveilleuse. Elle n'avait que 7 ou 8 ans, mais elle était extrêmement éveillée et alerte. Et elle se souvenait, à mon avis, très bien, en particulier de son réveil, du fait de se lever, de s'habiller, de prendre un gilet de sauvetage, de monter sur le pont, d'être séparée de son père, ou s'il les a mis dans un canot, je crois. Et elle était vraiment une source formidable, et elle aimait en parler. Il y avait d'autres sources formidables. Renée Harris était une dame qui se trouvait à bord du Titanic avec son mari, qui était un producteur de théâtre. Il travaillait dans le milieu du théâtre, et il savait qu'elle avait le sens de la crise et du point culminant. Et plus tard, elle s'est elle-même lancée dans le milieu du théâtre parce qu'elle a perdu son mari à bord. Elle est montée dans l'un des derniers canots de sauvetage. En fait, dans le tout dernier canot, elle voyait ce que je cherchais, les choses saisissantes. Elle était aussi une bonne journaliste et était restée presque jusqu'à la fin. Le capitaine Smith l'a aperçue sur le pont, là où le navire a failli être percuté. Il a demandé « Que faites-vous encore ici ?» car il la connaissait comme passagère importante. Et elle a traversé la passerelle du côté tribord au côté bâbord. Je pense qu'elle est probablement la dernière passagère à avoir vu le capitaine Smith, car 15 minutes après le départ de son canot, le navire a sombré. Oh, c'était aussi l'une de mes meilleures sources. Elle s'appelait Edith Russell. C'était une personne absolument merveilleuse. Elle se disait styliste de mode. À l'époque, elle s'appelait Rosenbaum. Elle était Edith Rosenbaum et elle était allée à Paris pour les collections de printemps de robes, de mode et de style. Son activité était un peu limite. Elle faisait des croquis rapides, les rapportait à New York pour les créateurs, mais elle les vendait. Elle entretenait donc un commerce régulier entre les deux rives de l'Atlantique. Elle était à bord avec une cabine séparée remplie de robes et tout le reste. Parmi ses affaires,
il y avait une petite boîte à musique en forme de cochon, sans grande valeur, mais très précieuse pour elle, un porte-bonheur. Elle avait eu un accident de voiture, elle y avait survécu, et son père lui avait offert cela, lui disant que c'était un talisman porte-bonheur à emporter partout où elle irait. Les cochons porte-bonheur en France? Edith Russell était fermement convaincue que cela lui portait chance, et elle n'aurait jamais imaginé faire quoi que ce soit sans que le cochon soit avec elle. Alors, quand le Titanic coulait et qu'elle attendait sur le pont pour embarquer, elle a soudain réalisé qu'elle n'avait pas son cochon. Et elle était très hésitante, et son steward est venu la voir à ce moment-là, les stewards étant des personnes très attentionnées sur les navires. Ils feront tout pour vous, et ce steward l'a prouvé en retournant dans la cabine d'Edith Russell pour lui rapporter le cochon, ce cochon. À son retour, le cochon était enveloppé dans une couverture. Et c'était un objet tellement gros et volumineux que, dans la pénombre pendant la mise à l'eau des canots, un marin l'a pris, l'a jeté dans le canot et a dit à Edith de le suivre. Il pensait que c'était un bébé. Et il a dit « Voilà votre bébé, suivez-le ». Alors Edith l'a suivi et donc elle affirme avoir été sauvée par le cochon. C'est un cochon musical. Elle l'a remonté et a joué la musique pour les enfants dans le canot. La plupart des passagers de ce canot que j'ai pu retrouver étaient plus agacés par le cochon que touchés par ce détail. William McQuitty, qui a produit la version cinématographique A Night to Remember, a reçu un sac à main qui avait été trouvé par un survivant dans l'un des canots de sauvetage. Il y avait environ 80 survivants encore en vie lorsque j'ai réalisé ce film. Et j'ai eu 50 lettres et des contacts avec 50 d'entre eux. Edith Russell venait de temps en temps sur les plateaux, tout comme Lawrence Beasley, et ils ont été d'une grande aide. Et une survivante m'a envoyé ce sac à main avec une lettre. C'est un sac à main en argent. Et à l'intérieur, il y a une pièce américaine d'un sang daté de 1912. J'ai reçu ce sac à main en argent de Joe Mulholland. Il dit « J'ai rencontré un de mes anciens compagnons de bord dans le Rio de la Plata, en Amérique du Sud, à La Plata. Quand il était à terre sur le Bruce, il s'appelait Baker, mais tous ses camarades l'appelaient Pancake. Il faisait partie de l'équipage qui a eu de la chance, un des rares chanceux à s'en être sorti. Il m'a dit que la bourse se trouvait sur le banc du canot de sauvetage dans lequel il a eu la chance de grimper pour sortir du naufrage. À l'intérieur de la bourse, il y avait une broche et 20 $, une bague, une chevalière, une pièce d'un cent, une chaîne en argent attachée à la bourse comme sangle ou poignée. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait de la bague, de la broche et de la chaîne, et il m'a dit qu'il les avait vendues pour de l'alcool. J'ai obtenu cette bourse de sa part contre 1 ou 2 verres. Elle contenait la pièce d'un cent. Pancake est mort à l'asile de Belfast. C'est une lettre difficile à lire parce que... Bill McQuitty a vu le lancement du Titanic à Belfast lorsqu'il était enfant et il a renoué le contact avec le navire en faisant descendre une copie de son autobiographie, A Life to Remember, jusqu'à l'épave dans un submersible. Et il y a le cachet officiel pour le prouver. Ce livre a été descendu par le sous-marin russe. Mira 2 jusqu'à l'épave du Titanic. Et ceci est un certificat à cet effet. Le film de Bill McQuitty, A Night to Remember, est la meilleure adaptation de la tragédie. Et d'une certaine manière, le Titanic et le cinéma étaient faits l'un pour l'autre. La grandeur spectaculaire de toute l'entreprise, le mélange de classe et de personnages à son bord, l'incarnation même de l'élégance et du style dans la conception, l'ingénierie et l'art de vivre. Et pourtant, les défauts fatals dans la conception qui n'ont pas pu sauver le soi-disant insubmersible du naufrage. Et dans l'erreur de jugement humaine qui a consisté à traverser un champ de glace à pleine vitesse et à évacuer le paquebot plus efficacement dans le temps imparti. Le navire en vue qui n'est pas venu à la rescousse. Les nombreuses histoires humaines de courage, d'héroïsme et de désespoir. C'était un microcosme de la société et la fin d'une époque. Et c'était une histoire faite pour le cinéma.
Le seul véritable film existant du grand navire se compose de 2 courtes séquences prises le 17 février 1912 alors qu'il entrait dans le Thomson Graving Dock, à côté du chantier Harland et Wolff à Belfast. Quelques jours après le naufrage, des actualités étaient diffusées, montées à partir d'images existantes du navire jumeau du Titanic, l'Olympique, filmé lors de sa première arrivée à New York en juin 1911, et ici servant de doublure pour le Titanic. Voici l'un des films d'actualité qui ont survécu.
Ces scènes ont été filmées à bord du Carpathia quelques jours seulement après son accostage au quai 54 à New York. Un certain nombre de jeunes stewards du Carpathia font les malins devant les caméras. À cette époque du cinéma, ces plans très longs et non montés, de véritables photographies animées, étaient très courants. Le nom de Tim Rostrand est mal orthographié dans plus d'un film d'actualité. Et puis, il y avait les films dramatisés. Eh bien, le premier film sur le Titanic a été produit à New York environ un mois après la catastrophe et il s'appelait Saved from the Titanic. Et il mettait en vedette une jeune femme qui avait réellement été passagère à bord du Titanic, Dorothy Gibson. Le film a été planifié, écrit et tourné en 3 semaines, puis sorti le 14 mai 1912. Aucune copie de ce film n'a survécu. Produit par Éclair, société cinématographique française. Dorothy Gibson avait été sauvée dans le canot de sauvetage numéro 7 qui a été mis à l'eau à 00h45 avec seulement 28 personnes à bord. Ici, elle montre l'emplacement du naufrage. Et ici, elle porte les mêmes vêtements dans lesquels elle a été sauvée du Titanic. Ici, elle est accueillie par son père et son petit ami, l'enseigne de vaisseau Jack. Et voici les studios Éclair dans le New Jersey. Après cela, il y a eu un film allemand dans l'année qui a suivi la catastrophe, puis nous avons dû attendre jusqu'en 1929 pour le suivant, qui était un film britannique, le premier film parlant entièrement britannique appelé Atlantic.
Et Atlantic comptait parmi les membres de sa distribution une jeune femme nommée Madeleine Carroll. Atlantic était intéressant à un autre égard. Il a été tourné simultanément. Les mêmes décors ont été utilisés et la version anglaise a été tournée. Et ensuite, ils ont fait venir un autre groupe d'acteurs qui l'ont joué en allemand. Pour faire une comparaison, voici une scène particulière en anglais, puis la même scène en allemand. Eh bien, ce n'est rien d'important, quoi que ce soit. S'il y avait quelque chose d'intéressant pour nous, vous entendriez 3 coups de cloche de la vigie. Merci. Eh bien, les gars, nous savons maintenant où nous sommes. Si vous attendiez cela, vous resteriez sans doute éveillés toute la nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Allemagne, monsieur. Je ne vais pas le faire. Si quelque chose d'intéressant est repéré, vous entendrez 3 coups de cloche de la vigie. Vous pouvez rester ici toute la nuit si vous voulez. Non, nous ne voulons pas. Bonne nuit. Puedan poros, puedan poros. Foutons le camp avant que les flics arrivent. Foutons le camp avant que les flics arrivent. Fais rugir le feu. Pour le feu. Tais-toi et dors. Tais-toi et regarde-le. Déposons-nous. Cette paire de tests. Soyons licenciés et testés. Partons tous les dictateurs. Les scènes de catastrophe sont parfaitement réalisées. Sors d'ici. C'est ça, Canoë. Si tu t'approches, je tire. L'intérêt allemand pour le Titanic se poursuit avec un film de propagande vers 1943 intitulé Titanic. Et fait intéressant, certaines images du film de propagande allemand se retrouvent dans Atlantic, latitude 41 degrés,
Plusieurs autres films ont été réalisés pendant les années d'après-guerre. Il y a eu de nombreux films réalisés sur le Titanic, et celui-ci avec Clifton Webb, Barbara Stanwyck et un très jeune Robert Wagner a été tourné dans les années 1950. Ce film a eu un succès honorable, mais il n'a pas du tout connu le même succès que le suivant, à savoir A Night to Remember, le très célèbre film de Walter Lord. Bien au-dessus de tous les autres se trouve le film basé sur le livre de Walter Lord, portant le même titre, A Night to Remember. Ce film, pour son authenticité, pour son casting, pour la fidélité de la transposition du livre à l'écran, a rarement, voire jamais, été égalé par un autre film. Il y a toujours, je pense, une difficulté à traduire un support écrit en images. Et je pense que dans le cas de A Night to Remember, l'épreuve du temps montre que c'était une merveilleuse adaptation entre ces deux médias. Vous avez une attention incroyable aux détails et à l'exactitude. Les décors, les costumes, les dialogues, tout est parfaitement juste. Historiquement, c'est ce que nous recherchons, quelque chose de fidèle à l'événement d'origine. A Night to Remember est un film important parce qu'il permet à la génération moderne de rester consciente de l'histoire du Titanic. Nous utilisons ce film avec beaucoup de succès dans notre programme d'anglais et des élèves de tout niveau ont trouvé que c'était une expérience absolument captivante et fascinante d'apprendre l'histoire du navire et des personnes qui étaient à bord. On dit souvent que la génération actuelle d'adolescents est complètement déconnectée et désintéressée par l'histoire. Il suffit de regarder leur visage captivé lors d'une projection en classe de La Nuit du Souvenir pour savoir que ce n'est pas vrai. Le film donne vie à l'histoire et de ce point de vue, c'est un outil pédagogique précieux. L'une des choses qui ne cesse de m'étonner, après avoir vu le film des dizaines et des dizaines de fois, c'est le fait qu'il continue d'émouvoir, il continue de toucher le cœur. Vous regardez le film, en particulier la fin avec les notes de « Plus près de toi, mon Dieu », et il continue à émouvoir profondément. Et je pense vraiment que pour qu'un film résiste à ce genre de visionnage répété, c'est vraiment la preuve du magnifique travail accompli. Je trouve qu'il tient très bien la route, surtout la fin du navire. Je ne comprends pas comment ils ont réussi avec autant d'efficacité en se contentant de studios et d'accessoires. Quand la proue s'enfonce, le navire disparaît sous la mer. Ça devait vraiment être comme ça. J'ai lu d'innombrables récits du naufrage du navire. C'était vraiment une performance très impressionnante. Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un producteur de films, un réalisateur, un scénariste qui a suivi si fidèlement les faits tels que je pensais les avoir rassemblés. Quand il y avait un doute, il faisait toujours ce qui s'était réellement passé plutôt que d'inventer quelque chose. Je me souviens d'Eric Ambler qui a modifié plusieurs passages de dialogue pour correspondre à ce que j'avais dit. J'étais tellement convaincu que ce que je disais était juste que je n'ai pas suffisamment apprécié que les personnes qui faisaient le film étaient prêtes à me suivre, quoi que je dise. Walter Lord est le doyen des spécialistes du Titanic. En fait, je dois mon propre intérêt pour le Titanic au fait d'avoir lu le livre de Walter quand j'étais encore un jeune enfant. Des milliers et des milliers de personnes peuvent dire comme moi que c'est Walter qui nous a donné envie de nous intéresser au Titanic, et nous lui en sommes très reconnaissants. Sans son livre, beaucoup d'entre nous seraient restés dans l'ignorance la plus totale de l'incroyable drame qu'a été le Titanic. Donc je pense que Walter est vraiment à l'origine de l'étude moderne du Titanic. C'est lui qui, en fait, a construit le premier pont entre la couverture médiatique de 1912 et les efforts de recherche moderne qui se poursuivent aujourd'hui.
Il en est à sa 55e réimpression en format de poche. Il existe des éditions partout dans le monde. Pendant un certain temps, je les ai toutes collectionnées et j'en ai une douzaine ou plus. Et c'est amusant de les garder et je les expose fièrement sur l'étagère de ma bibliothèque. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tant de personnes, dans tant d'endroits, se soient intéressées à ce sujet. Les éditions existent dans toutes les langues imaginables. Récemment, on m'a envoyé 9 exemplaires de l'édition pakistanaise. Eh bien, j'aimerais avoir 9 amis pakistanais, mais pour l'instant, ils restent simplement sur l'étagère. Le sujet a attiré beaucoup d'attention. Bob Ballard est maintenant allé au fond de la mer et a retrouvé le navire. Et cela ouvre tout un autre lot de mystères. Et je reçois énormément de courriers du monde entier et, chose intéressante, de tous âges. Les lettres commencent à arriver quand les enfants ont environ 10 ou 12 ans, et s'ils sont précoces et qu'ils aiment lire, ils commencent à lire et à poser des questions aussi. Ils le font souvent et j'essaie de répondre à tous. Ils le font très souvent, probablement. Je reçois une demi-douzaine de lettres par mois. Et étant donné que cela dure depuis une trentaine d'années, ça finit par faire beaucoup. La question éthique de la remontée d'objets du fond de la mer près du Titanic a suscité de vives et intenses discussions. Mais ce que cette exposition a fait, c'est rapprocher concrètement le Titanic de notre époque. Soudainement, tout semble très proche, très nouveau, très réel. Le Titanic est l'un de ces sujets qui fascinent les gens. C'est plein d'intérêts, plein de mystères, et c'est encore très controversé. L'histoire du Titanic résonne à travers les décennies. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création de contenu historique, aimez, commentez ci-dessous et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.